avocat fiscaliste inscrit au barreau de Paris. Nous intervenons au cabinet aussi bien en matière de contentieux que de conseil. Et un des sujets d'actualité en ce moment est bien évidemment celui des déclarations d'impôts. Donc, on a souhaité vous faire une petite présentation à ce titre-là, sachant qu'on visera aussi bien l'impôt sur le revenu que l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, bien évidemment, les déclarations d'impôts, ça peut être un sujet extrêmement euh, compliqué, complexe. Donc, on va rester quand même sur des généralités, des éléments importants liés à l'imposition de l'année 2020 et au caractère du Covid. Et on rentrera bien évidemment pas dans des détails on peut avoir des déclarations vraiment très, très compliquées. Donc, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Donc, je vous propose tout de suite de commencer. Vous aurez l'opportunité de poser des questions et en fonction, je regarderai si c'est des sujets généraux, de pouvoir les aborder au fur et à mesure de mon intervention. Voilà, je vais juste reparamétrer pour pouvoir passer et tout voir. Et on y est. Donc, d'abord, les premiers éléments concernant la déclaration d'impôt sur le revenu. On a un certain nombre de nouveautés cette année. Nouveautés d'abord, vous pouvez le voir à l'écran, on a en France 5 seuils d'imposition qui dépendent de l'application d'un quotient familial. On a 0, 11, 30, 41, 45. Il faut savoir que la tranche qui est à 11 pour 2020 était auparavant à 14. Donc, on assiste depuis un certain nombre d'années à deux mouvements extrêmement importants. L'absence de politique familiale, ou même à contrario, le fait d'être une famille avec avec des enfants, c'est plus aujourd'hui quelque chose qui donne droit à de vraies réductions ou une vraie baisse de l'impôt sur le revenu. Et puis, un deuxième élément, c'est que l'impôt sur le revenu est payé par de moins en moins de personnes. On le voit parce qu'on a un système de décote, on a des premières tranches qui baissent considérablement, et donc on voit aujourd'hui que l'impôt sur le revenu, qui n'est pas élevé en France. Il faut être clair, on a une tranche à 45%. Si vous allez voir nos voisins, alors nos voisins aussi bien britanniques que belges, par exemple en Belgique, à 50 000 euros, on commence à payer 50% d'impôt. Donc, l'impôt sur le revenu n'est pas élevé. Le vrai problème de notre imposition en France, ce sont les contributions sociales, notamment lorsqu'on a des revenus accessoires du type revenu foncier. Alors, vous voyez que le plafonnement, en raison de l'effet du quotient familial, passe pour les demi-parts à 1 570 euros. Et les heures supplémentaires et complémentaires, nouveauté de l'année 2020, mais liées à la particularité du Covid, sont exonérées à hauteur de 7 500 euros sur la période de ce qu'on appelle l'urgence sanitaire du 16 mars au 10 juillet. Alors, urgence sanitaire liée au premier confinement, puisque l'urgence sanitaire a duré quand même plus longtemps. Concernant les revenus de capitaux mobiliers, on a les produits des bons et contrats d'assurance vie qui ne sont plus exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont afférents à des versements effectués à compter du 10 octobre 2019. Bon, c'est une petite particularité. Concernant les revenus des professions non salariées, ce qu'on appelle les BIC, BNC, BA, ils ont été revalorisés au terme des régimes des micros pour passer de 70 000 à 72 600 en activité libérale et prestations de services et 170 à 176 000 pour des activités de commerce et fourniture de logement. Il faut préciser que sous Macron, ces seuils avaient déjà été doublés par rapport à ce qui existait sous Hollande.
Enfin, concernant les non-résidents, on avait une réforme qui devait être mise en application en 2020 et qui avait été reculée. Elle a carrément été annulée, notamment avec le système de la retenue à la source partiellement libératoire, ce qu'on appelle le 182A du Code général des impôts. Donc, on n'est plus du tout sur ce sujet-là. On avait une augmentation sensible de la fiscalité des non-résidents et on a eu une marche arrière suite à la pression parce qu'il faut bien comprendre que le non-résident est celui qui paye, dès qu'il conserve des revenus de source française, paye beaucoup, beaucoup d'impôts. Premier élément sur les déclarations, à quelle date on doit les déposer? Alors, pour le format papier au plus tard le jeudi 20 mai, donc il ne vous reste plus tellement de jours, et pour impôts.gouv ou en EDI, 26 mai si vous êtes non-résident ou les 19 premiers départements français, au 1er juin pour les départements 20 à 54 et pour les autres, le 8 juin, ainsi que pour les déclarations ODI. Il se trouve qu'on a une petite nouveauté qui nous a été communiquée, nous, par l'Ordre des avocats, lorsque la déclaration est déposée en système EDI. Alors, système EDI, c'est un système électronique qui nous permet, nous, de brancher notre logiciel de calcul d'impôt sur le revenu au centre des impôts, à votre centre des impôts. Et donc, quand on passe en EDI et que la personne a des revenus complémentaires du type BNC, BIC, revenus fonciers, on a le droit, nous, d'aller jusqu'au 30 juin 2021. Il se trouve que c'est quelque chose qui était déjà en application au cours des 2 dernières années. Alors, on va commencer par les traitements et salaires. Traitements et salaires, je voudrais préciser la problématique de la déduction forfaitaire. Il faut savoir que vous avez, comme tout le monde le sait, on a le droit à une déduction forfaitaire de 10%, qu'elle est plafonnée à 12 652 euros. Ça signifie que si vous avez une rémunération supérieure à 126 000 euros, quoi qu'il advienne, vous n'aurez pas une déduction supérieure à 12 652. Ce qui me fait dire d'ailleurs bien souvent que lorsqu'on a des dirigeants d'entreprise au-dessus de ce seuil, on a plutôt intérêt à distribuer du dividende qu'à continuer à percevoir de la rémunération. Quand on est salarié, on ne peut pas faire autrement. Autre point important, souvent on voit des personnes qui optent pour la déduction des frais réels. Alors attention, la déduction des frais réels, c'est le contrôle assuré 4 fois sur 5. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut conserver les justificatifs et que les justificatifs soient bien admis en déduction. Alors, notamment, si on a des frais de transport, est-ce que ces frais de transport sont vraiment liés à l'activité professionnelle? Les frais de restauration également. L'administration regarde de très très près, elle n'aime pas du tout la déduction selon leur montant réel des traitements et salaires. Alors, en traitement et salaire, c'est-à-dire c'est ce que vous trouvez en page 3 de votre déclaration d'impôt, on vise aussi bien l'activité travail, donc on parle du travail principal et accessoire, les heures supplémentaires, sauf exonération fiscale particulière, qui correspondent à un travail effectif. La rémunération ne doit pas être excessive. La problématique de la rémunération excessive se pose quelquefois sur des dirigeants d'entreprise, mais l'administration vient de moins en moins sur ce terrain-là. Elle considère dans ce cadre-là qu'on est dans une catégorie de revenus de capitaux mobiliers. On doit aussi déclarer les avantages en nature. Les avantages en nature, c'est relativement simple puisque normalement, vous les déclarez déjà au niveau social, votre employeur ou vous au niveau social. Donc, on va se caler sur la déclaration en social. On vise également toutes les rémunérations qui se substituent à celles du travail. Vous avez été malade, vous avez une indemnisation, ça se substitue à du salaire, ça devient imposable. Vous êtes au chômage Pôle emploi, ça se substitue à une rémunération du travail,
votre rémunération imposable. Alors attention, on peut avoir à remplir des cases un peu différentes. Donc, je vous invite à bien vérifier. Le dirigeant d'entreprise de SRL ne remplit pas dans la même case que le salarié ou que la personne qui bénéficie d'indemnité Pôle emploi ou même du non-résident. Donc, il faut savoir faire son marché. La vraie difficulté des déclarations d'impôts, c'est qu'on a aujourd'hui une déclaration d'une telle complexité qu'on a un certain nombre d'erreurs. Vous avez, depuis l'année dernière, la possibilité de rectifier les erreurs quasiment jusqu'à la fin juin. Et lorsque l'avis d'imposition est déposé et qu'on constate des erreurs, on peut les modifier jusqu'au 31 décembre de l'année. Mais des fois, les erreurs, on s'en rend pas compte obligatoirement. Nous, souvent, on a des problèmes de reconnaissance ou de catégorie de revenus, notamment entre les revenus fonciers, location nue ou location meublée. Sur les traitements et salaires, on a aussi des erreurs. On peut avoir des écarts assez importants. Donc, il faut vraiment être vigilant sur cet aspect-là et ne pas hésiter à consulter. Voilà sur les traitements et salaires. J'en profite aussi pour vous dire que la prescription sur les déclarations d'impôts est de 3 années. Je parle de la déclaration d'impôt. Après, vous avez différents aspects qui se logent à l'intérieur de la déclaration d'impôt, on verra, dont les prescriptions peuvent être plus longues. Notamment, si vous avez une activité professionnelle non déclarée, la prescription passe à 5 ans et on verra à 10 ans pour les comptes bancaires situés à l'étranger non déclarés. Alors, on revient sur maintenant les revenus fonciers. Alors, les revenus fonciers, on a basiquement, quand on dit revenus fonciers, on va aller remplir une déclaration 2044. On ne la remplit que si on a des revenus bruts supérieurs à 15 000 euros. Dans le cas contraire, on peut avoir intérêt à aller sur du microfoncier. Attention, le microfoncier n'est pas obligatoirement la bonne affaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un abattement, mais vous engagez à faire du revenu foncier pendant 3 ans. Et imaginons que vous ayez de gros travaux à faire, ou vous ayez, alors, qu'ils vous soient personnels ou qui sont liés à une copropriété, vous ne pourrez pas les déduire. Donc, ça peut être la fausse bonne idée, le micro foncier. Dans ces cas-là, donc on remplit une 2044, vous verrez que la 2044 ne correspond pas obligatoirement à vos vraies dépenses. Toutes les sommes ne sont pas déductibles et l'administration n'hésite pas à vous envoyer une demande d'information lorsqu'elle a des doutes. Vous verrez par exemple que si vous louez un appartement, donc une location nue, hein, à titre d'habitation, la taxe foncière n'est pas entièrement déductible. Il faut déduire la taxe sur les ordures ménagères. Il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, les charges de copropriété ne sont pas entièrement déductibles. On n'a que les charges dites déductibles qui pourront rentrer dans votre impôt sur le revenu. Donc, vous aurez toujours un frottement qui est plutôt désagréable quand on connaît le coût des revenus fonciers. Maintenant, vous ne dépendez pas obligatoirement de la catégorie des revenus fonciers. Vous pouvez, si vous êtes en meublé, dépendre de la catégorie des BIC. Et si vous êtes sur de la sous-location nue, vous pouvez même dépendre des BNC ou même du bénéfice agricole, si c'est à l'actif d'une exploitation agricole. Donc, faire attention qu'on déclare bien dans la bonne catégorie et qu'on cherche la bonne optimisation pour ne pas surpayer et ne pas être bloqué. Alors, petite subtilité, on le voit, nous, puisqu'on est en pleine période des déclarations d'impôts, souvent j'ai des clients qui sont amenés à acheter, à vendre des biens immobiliers. Et puis, l'année de la vente, on a une perte. Et ils me disent, mais pourquoi vous ne m'imputez pas la perte? Je n'impute pas la perte parce qu'il y a une règle. C'est que lorsqu'on a une perte en revenu foncier, si le bien est vendu dans les 3 ans, les pertes ne sont pas déductibles. Et l'administration, aujourd'hui, qui a un système informatique extrêmement efficace, n'hésite pas à vous le rappeler, à vous redresser sur ce terrain-là. Donc,
C'est là toute la complexité de notre fiscalité française, hein. On le voit bien au travers des déclarations d'impôts, le millefeuille que constitue la fiscalité française. Élément important, revenu foncier, c'est ce qui coûte cher puisque vous allez être imposé sur votre tranche marginale d'imposition, par exemple 30%, parce que avec votre salaire, le salaire de votre conjoint ou les retraites, vous êtes à 30%. Et sur les revenus fonciers, viendront se greffer les prélèvements sociaux de 17,2. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est dans une tranche à 30 sera déjà imposé à 47,2% d'impôt, ce qui me fait dire que le revenu foncier, lorsqu'une personne achète aujourd'hui un bien, elle a plutôt intérêt à passer soit sur de la location meublée non professionnelle, ce qu'on appelle le LMNP, qui va lui permettre d'amortir le bien, mais faut-il encore que ce soit du meublé, ou carrément sur des structures SCI à l'impôt société. Alors, concernant les retraites, je voulais vous parler des retraites parce que une des remarques lorsque des clients passent d'une activité professionnelle à la période de retraite, ils me disent, mais j'ai l'impression d'être surimposé. Alors, une des raisons de la surimposition, c'est l'abattement de 10%. Souvenez-vous, tout à l'heure, en traitement et salaire, on a vu une imposition, un abattement qui allait jusqu'à 126 000 euros. Lorsqu'on est à la retraite, l'abattement va jusqu'à 38 000 euros, qui laisserait penser basiquement que le montant des retraites est 4 fois inférieur à celui des traitements et salaires auxquels vous aviez bénéficié antérieurement, ce qui est totalement faux. Même si les retraites, dans certains cas, ne sont pas extrêmement élevées. Donc, on a une surimposition des retraités. Bon, il est bien connu, hein, les retraités, ça a moins de syndicats et ça manifeste beaucoup moins que les actifs. Donc, malheureusement, une imposition plutôt élevée à ce titre-là. Je voulais vous parler aussi de la déclaration 3916 concernant les comptes détenus à l'étranger. Bien évidemment, la problématique des comptes bancaires à l'étranger, ce n'est pas obligatoirement un compte que vous avez depuis 15 ou 20 ans. Des fois, vous avez un compte sans vraiment le savoir. Je prends souvent l'exemple des cartes Revolut ou N26 qui appartiennent à des banques étrangères et donc on doit les déclarer comme étant des comptes étrangers. Alors, les taux se resserrent, puisque je vais vous montrer la déclaration 3916, elle a pris un peu de puissance. Elle est passée de 2 pages à 4 pages et on a une déclaration beaucoup plus fournie. Il est possible que vous ayez la case 8UU qui soit déjà précochée sur Internet. Ça signifie que l'administration fiscale française a reçu l'information que vous aviez un compte à l'étranger, donc n'allez pas le décocher pour rien. Il faut vraiment vérifier quelle banque, quel établissement pourrait vous avoir déclaré. On parle donc des comptes qui sont ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année 2020, qu'ils soient personnels, professionnels ou mixtes. Mais attention, si vous avez une société à l'étranger, sauf à ce qu'elle soit fiscalement transparente, vous n'avez pas à déclarer le compte d'une société. Alors, la déclaration 3916, vous allez la voir là, je vous la montre à l'écran. Elle concerne donc également les contrats de capitalisation. Petite précision, vous verrez aussi, si vous détenez des contrats d'assurance vie à l'étranger, vous avez l'obligation de les déclarer. Alors là, voilà, on est passé de 2 à 4 pages, avec notamment l'obligation d'informer sur un certain nombre de montants. On vous demande même le site Internet. On va parler des comptes d'actifs rémunérés. On vous demande un certain nombre d'informations. C'est pour ça que je vous dis que les taux se resserrent. Alors, ce qui est très intéressant sur la page 4, c'est qu'on parle des contrats de capitalisation, des contrats d'assurance vie. Pour la première fois dans une déclaration 3916, on vous demande des montants. Si vous avez eu des dénouements ou montants ou des primes
qui ont été versés au cours de l'année, on vous demande de les déclarer. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde ait l'information en temps et en heure, mais dites-vous que la non-déclaration ou la mauvaise déclaration d'un compte 3916 est redevable d'une amende de 1 500 € minimum. En termes d'autres amendes liées aux déclarations d'impôts, il faut savoir que si vous êtes associé d'une société trust ou fiduciaire, au sens du droit français, l'amende peut monter jusqu'à 20 000 €. Donc, attention, l'administration adore les amendes à n'importe quel moment. Alors, avant de vous parler de l'IFI, je vous alors, je vais répondre à deux petites questions qui sont plutôt intéressantes. On a une personne qui dit la perte constatée sur une location immobilière en 2020 n'est pas déductible des autres revenus fonciers si le bien est vendu en 2021. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas imputer une perte, ou du moins l'administration a le droit de vous reprendre la perte. D'ailleurs, si vous regardez les déclarations de revenus fonciers, vous allez voir cette information qui doit être de mémoire en page 4 de la déclaration, où on vous pose de la déclaration 2044, on vous pose la question, est-ce que vous avez eu des pertes au cours des 3 dernières années? Donc, premier élément de réponse. Et une société civile à l'IR qui détient un contrat de capitalisation, je considère que c'est à la personne qui détient le compte et pas au gestionnaire de le déclarer avec le formulaire que vous avez sous les yeux, le formulaire 3916. Il faut vraiment faire très, très attention parce qu'aujourd'hui, avec l'échange automatique, l'administration fiscale a toutes les informations. Elle n'a pas hésité au cours de l'année 2020, même si c'était une année compliquée, à lancer un certain nombre de redressements. Elle a d'ailleurs dit qu'elle avait un peu de retard au niveau des redressements envisagés. Donc, ne pensez pas que vous pouvez passer obligatoirement à la trappe de ce système déclaratif. Alors, on a vu là sur l'impôt sur le revenu les traitements et salaires, les retraites, les revenus fonciers. Vous avez d'autres sujets sur lesquels on aurait pu parler, ce sont les revenus de capitaux mobiliers. Alors, attention, il faut toujours bien déclarer tous les revenus de capitaux mobiliers. Normalement, ils sont pré-remplis. Ne pensez pas que si l'administration n'a pas l'information aujourd'hui sur votre pré-rempli, elle ne l'aura pas à l'avenir. Donc, il faut plutôt se coller aux documents que vous communiquent les banques plutôt qu'aux informations qui apparaissent dans votre pré-rempli. C'est la même chose pour les retraites, c'est la même chose pour les traitements et salaires. N'hésitez pas à remplir ce qu'on appelle une mention express, qui va expliquer votre situation et un élément et le porter à la connaissance de l'administration fiscale. Ça vous évitera, si l'information est bien remplie, en cas de redressement, d'avoir des pénalités et même des intérêts de retard. Mais il faut être entièrement transparent et donner toutes les informations. Voilà pour les déclarations d'impôts. Sur les réductions, déductions, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Faut conserver tous les éléments. L'administration, aujourd'hui, est extrêmement pragmatique. Dès qu'elle a un doute sur une déclaration, elle vous pose la question, elle demande les justificatifs. Voilà pour la partie impôt sur le revenu. On a donc à présent la partie impôt sur le revenu. Et ça me permet de répondre à une question. Faut-il déclarer un bien à l'étranger? Un bien à l'étranger, s'il n'est pas loué, vous n'avez pas à le déclarer à votre impôt sur le revenu. Vous déclarez uniquement si ce bien est loué et qui vous permet d'obtenir des revenus. Alors, ne pensez pas, ça c'est une erreur qu'on voit vraiment très très souvent, que sous prétexte que vous payez de l'impôt à l'étranger, la France ne va pas vous en demander. Le principe de base en France, c'est on va vous imposer sur les revenus de sources étrangères sous déduction de l'impôt payé à l'étranger, y compris en matière immobilière. Alors, à l'IFI, on va déclarer tous les biens détenus directement ou indirectement. Alors, qu'est-ce que recoupe cette notion d'indirectement? C'est plutôt par l'intermédiaire de titres de société.
que ce soit des SCI ou des sociétés commerciales, hein, donc des biens immobiliers. Et là, effectivement, que le bien soit loué ou pas loué, on va le déclarer, et qu'il soit en France ou pas en France. Si vous êtes résident fiscal français, cette obligation, vous l'avez, c'est une obligation mondiale, quel que soit le lieu où se trouvent vos biens. À l'inverse, si vous êtes résident fiscal étranger, ce sera uniquement sur les biens français. On doit déclarer l'IFI si le patrimoine immobilier net excède 1 300 000 euros. Alors, deux subtilités. Au niveau de la déclaration de biens, si vous avez une résidence principale, vous bénéficiez d'un abattement de 30%. Si vous avez un, un bien qui est loué, que ce soit en habitation ou en commercial, on considère qu'on peut mettre un abattement de 20%. Pour toutes les autres considérations, il faut se renseigner. Parce que nous, on voit quand même arriver des déclarations un peu ubuesques, où souvent d'ailleurs, en voulant optimiser, les personnes se sont trompées et payent encore plus. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quel abattement dans n'importe quelle situation. Donc, ça, c'est au niveau de l'actif. Au niveau du passif, Macron est passé par là, on a un passif extrêmement réduit. On va dire qu'on a la taxe foncière et puis on a toutes les dettes du type dette bancaire ou prêts qui auraient été prêts familiaux liés à de l'immobilier. La dette bancaire n'est déductible que si elle est relative à l'acquisition du bien immobilier. Alors, petite précision, si vous avez une SCI, ce que vous allez évaluer dans votre déclaration, ce sont les parts de SCI. Ce n'est pas le bien immobilier. Donc, vous allez considérer à votre actif la valeur du bien immobilier et puis en déduction, vous allez considérer les emprunts qui restent dus ou éventuellement des comptes courants d'associés qui, s'ils se sont substitués à une banque ou sont liés à l'acquisition du bien, on a le droit de les prendre en considération. Donc, voilà pour l'IFI. L'IFI est extrêmement contrôlé. Extrêmement contrôlé. Sous Hollande, on avait un mécanisme de déclaration simplifiée jusqu'à 2 250 000 euros. Donc, l'administration ne voyait pas les informations. Aujourd'hui, sous Macron, on doit préciser les biens, la date d'acquisition du bien, la superficie. C'est vraiment très, très simple après pour l'administration d'aller vérifier cela. Alors, concernant l'impôt sur la fortune, je vous ai parlé de biens immobiliers détenus à l'étranger. Encore une fois, on est plus dans la généralité que dans la spécificité. Je vois qu'une des questions concerne des biens détenus aux États-Unis. Alors, les États-Unis sont une exception, c'est-à-dire les revenus de biens situés aux États-Unis ne sont pas du tout à déclarer en France. Et c'est une des rares exceptions connues en France. Donc, il n'y a pas d'erreur si vous n'avez pas déclaré ces revenus de sources immobilières américaines. Par contre, et je vois une autre question sur la déclaration 3916. La déclaration 3916 des comptes à l'étranger concerne tous les membres du foyer fiscal, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et quels que soient les comptes, que ce soit des comptes de placement, un simple compte, un compte titre, on a une notion vraiment très, 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 très large. Donc, voilà pour les éléments. Sur l'IFI, donc faire attention aux valorisations. Souvent, lorsqu'on récupère des dossiers, on nous explique mais dans mon quartier, ça a augmenté de 5%, donc à chaque fois, je prends ma valeur d'acquisition. Oui, mais le bien intrinsèquement peut avoir une valeur différente de celle du quartier. Donc, il faut vraiment faire une analyse particulière. Voilà pour le webinaire de ce jour sur les grandes bases, les grands principes des déclarations d'impôt. Retenez une chose, il n'y a rien d'anodin dans une déclaration d'impôt, ça vous engage. On est en France sur un système déclaratif, donc bien réfléchir sur
dans quel cas vous vous situez, comment déclarer, c'est pas obligatoirement extrêmement facile. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à un prochain webinaire. Merci, au revoir.